Bonjour à tous et bienvenue dans 360, où cette semaine on va parler d'une base de la géologie, à savoir les types de mouvements qui peuvent survenir le long des failles tectoniques, et les catégories qui y sont attachées, à savoir les failles normales, inverses et décrochantes. Les failles extensives, comme on les voit dans les rifts, sont aussi appelées failles normales. Leur pendage, autrement dit l'angle auquel elles s'enfoncent dans le sol, est généralement faible, autour de 60 degrés ou moins par rapport à l'horizontale. Dans ces failles normales, l'un des blocs s'effondre, ce qui conduit à l'étirement de la structure. Comme nous le montre l'exemple des rifts qui s'océanisent, lorsqu'une faille normale produit un déplacement trop important, elle finit par déchirer complètement les roches affectées. Si sur une petite faille locale, cela révèle ce qui se trouvait en dessous, dans les rifts, là où la faille est d'ampleur crustale, autrement dit, elle traverse toute la croûte entière se déchire et une nouvelle croûte océanique se forme dans la déchirure. Pour les failles compressives, aussi appelées failles inverses, les montagnes en sont le meilleur exemple et aussi la conséquence en fait. Encore une fois, le pendage est de 60 degrés ou moins. C'est parce que ce pendage permet au bloc de coulisser sur ou sous son voisin, là où un pendage plus vertical constitue plutôt un mur, le long duquel les roches coulissent difficilement. Quand une faille inverse bouge, le bloc supérieur vient déborder par-dessus le bloc inférieur. Les failles inverses raccourcissent donc la structure globale en superposant les blocs affectés, ce qui implique aussi une augmentation de l'épaisseur de roche, d'où justement les montagnes lorsque le mouvement est suffisamment important. Justement, quand le mouvement est suffisamment important, le bloc supérieur va venir recouvrir le bloc inférieur et prend alors le nom de nappe de charriage, ce qui se traduit par un important raccourcissement de la structure globale. On désigne alors le bloc supérieur comme un domaine alloctone. Alloctone vient du grec et signifie littéralement d'un autre pays, ce qui traduit l'idée que ces roches ne sont pas originaires de la séquence où on les a trouvées. On notera que la nappe peut coulisser sur le bloc inférieur avec un pendage quasiment nul. Ce phénomène, quand il se produit à une petite échelle, participe, comme je le disais, à la formation des chaînes de montagnes en augmentant l'épaisseur de la lithosphère. Il conduit également à la formation de structures d'érosion particulières. Quand l'érosion perce un trou à travers la nappe alloctone pour révéler un petit fragment du bloc inférieur, on parle d'une fenêtre. Quand l'érosion se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit bloc de nappe alloctone sur un sommet, au milieu d'un paysage constitué par les roches du bloc inférieur, on parle alors de clip. On notera que si une faille inverse peut être très petite, n'affectant que quelques couches d'une roche sédimentaire, les subductions sont aussi des failles inverses de très grande taille, puisqu'une lithosphère, autrement dit une croûte et son manteau lithosphérique, s'y enfoncent sous une autre lithosphère. La dernière catégorie est celle des failles décrochantes, dont le pendage emblématique est cette fois-ci loin des 60 degrés et étant même plutôt vers 80-90 degrés. Là où les failles normales et inverses correspondent à des déplacements verticaux par rapport à leurs voisins, les failles décrochantes marquent des blocs qui coulissent l'un par rapport à l'autre. D'ailleurs, cela conduit à subdiviser les failles décrochantes en deux catégories. Imaginons que vous vous tenez sur un bloc et regardez vers l'autre, de l'autre côté de la faille. Si vous voyez le bloc d'en face s'éloigner vers la droite, on parle alors de décrochement dextre. Si vous voyez le bloc d'en face s'éloigner vers votre gauche, on parle alors de décrochement sénestre. Si ces trois catégories suffisent à caractériser le mouvement des failles, il faut en revanche comprendre qu'une faille n'appartient pas forcément à une seule catégorie. Par exemple, le cisaillement sud-armoricain est une des failles les plus actives de France métropolitaine à l'heure actuelle. Il s'agit d'une suture océanique ancienne, autrement dit d'une ancienne subduction qui marque la fermeture d'un océan, donc une faille inverse avec un mouvement vertical. Sauf que la faille marque aussi un déplacement horizontal
de plusieurs centaines de kilomètres. Ce qui veut dire qu'en plus du mouvement en faille inverse, elle a subi un déplacement en faille décrochante. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la faille bouge encore un peu à cause des collisions liées à la remontée de l'Afrique. C'est un mouvement dextre qui voit le sud de la Bretagne ainsi que le bassin aquitain se décaler lentement en direction de l'ouest. En fait, une faille déjà formée est une fracture, une brisure entre deux blocs de roche, et il est donc assez courant de les voir rejouer à différentes époques, sous différentes contraintes, et avec de nouvelles directions de mouvement. Des failles normales ouvertes pendant un rifting joueront en faille inverse pendant la fermeture de l'océan, puis en faille décrochante pour accommoder la différence de mouvement entre les deux blocs. Et ces différents types de mouvements peuvent même se faire simultanément. Par exemple, je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises du rift est-africain, qui est responsable de la formation du bassin endoréique de l'Okavango ou encore du volcan Lengei. Eh bien, ce rift s'ouvre en plusieurs branches qui s'apparentent un peu à deux parenthèses mal alignées. Et le bloc situé au centre, coincé entre les deux branches du rift, pivote sur lui-même, ce qui implique que les failles des segments de rift qui l'entourent ne sont pas seulement normales, elles sont aussi décrochantes. Ces types de mouvements ne déterminent pas la dangerosité d'une faille, c'est surtout la taille de la structure, la force du mouvement des blocs et le degré de couplage qui détermineront cette dangerosité. Mais ce sera un sujet pour une autre vidéo. À une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.